À fin 2024, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ affiche un bilan marqué par un soutien aux porteurs de projets. En 12 ans d'existence, l'institution a financé 6 929 initiatives, mobilisant 9,6 milliards de francs CFA de crédit et contribuant à la création de plus de 27 000 emplois. Au-delà du financement, le FAEJ mise sur la formation et l'accompagnement des jeunes. Près de 40 000 bénéficiaires ont été formés à l'auto-emploi avec l'appui d'incubateurs spécialisés. En mai 2024, un progrès a été observé avec le lancement de l'application mobile ADAS en partenariat avec le PNUD, un outil pour faciliter l'accès aux ressources entrepreneuriales et à un encadrement technique adapté. Ces initiatives participent à l'organisation de l'écosystème entrepreneurial togolais. L'objectif du FAEJ reste de permettre aux jeunes de concrétiser leurs projets dans un environnement plus favorable tout en contribuant à la lutte contre le chômage. Si les résultats sont encourageants, le défi reste de pérenniser ces entreprises et d'assurer leur croissance à long terme. L'accès au financement, l'adaptation aux mutations économiques et la digitalisation figurent parmi les enjeux à venir. Le FAEJ devra ainsi poursuivre son évolution pour répondre aux attentes des entrepreneurs et consolider son impact sur le développement économique du pays. Le Togo est actuellement en état d'alerte face à la fièvre Lassa qui sévit dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Les cas enregistrés dans ces pays augmentent le risque d'importation de la maladie au Togo. Face à la situation, le pays déploie une batterie de mesures préventives pour protéger la population. L'autorité en charge de la santé compte renforcer la surveillance épidémiologique dans les centres de santé, dans les communautés, surtout au point d'entrée du pays. Aussi est-il important pour la population de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon pour éliminer toute trace éventuelle du virus. Ne pas aussi manipuler les rongeurs, principaux réservoirs du virus, et surtout conserver les aliments à l'abri de ces rongeurs. Rappelons que la maladie à virus Lassa est classée parmi les fièvres virales hémorragiques. Elle se transmet principalement à l'homme par contact avec l'urine ou les excréments de rongeurs infectés. Par ailleurs, dans les années antérieures et plus précisément en 2022, un cas de fièvre Lassa a été signalé dans les savanes. En 2019, le pays avait également fait face à un cas mortel. En Afrique, plus de 12 millions de personnes travaillent dans le secteur de la pêche. Ceux-ci assurent non seulement la sécurité alimentaire des populations du continent, mais aussi au-delà. Selon un récent rapport publié par le panel Malabo-Montpellier, qui est un groupe d'experts internationaux spécialisés en agriculture, le continent noir a plus que quintuplé sa production aquacole entre 2000 et 2022. Ainsi, le rapport précise que le volume de production de l'aquaculture en Afrique est passé de 0,45 millions de tonnes en 2000 à 2,51 millions de tonnes en 2022, ce qui représente d'ailleurs le rythme de croissance le plus rapide à l'échelle mondiale. Cette multiplication de la production enregistrée sur la période est caractérisée par la forte demande des produits issus de cette filière. Par ailleurs, il ressort que l'Égypte est le pays qui produit le plus. Le pays enregistre 62% de la production aquacole sur le continent. Le Nigeria le suit avec une production de 10%. Ainsi, faut-il souligner que d'ici 2050, le continent devrait enregistrer une hausse de 74% de sa production de produits halieutiques. Pourquoi l'Afrique languit-elle après la suspension de l'aide américaine au développement? Pour certains, cette réaction est normale, puisque l'aide américaine au développement intervient dans plusieurs domaines de la vie sociopolitique et économique de plusieurs pays d'Afrique. Au lendemain de l'annonce faite par le président Donald Trump de suspendre momentanément son aide au développement, des associations, des ONG et même des projets et programmes d'État avaient exprimé la peine que cette suspension leur cause, vu la part que cette aide occupe dans le financement de tous ces projets et programmes. Mais pour d'autres, cette suspension est une occasion, une fois encore, pour l'Afrique de se donner les moyens de compter sur elle-même quand il s'agit de financer les projets sociaux en faveur de ses propres populations. Le premier scénario qui avait mis à nu l'incapacité de l'Afrique à compter sur elle-même fut la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, c'est la suspension de l'aide américaine qui risque d'exposer la vulnérabilité du continent malgré ses richesses. Selon l'agence américaine, 40 milliards de dollars
est le budget de 2024. Au professeur Kakonou Boupo de préciser que près de 20 milliards de dollars sont consacrés à l'Afrique chaque année. Mais en voyant le flux financier illicite qui quitte le continent en direction du monde, l'Afrique ne devrait pas s'inquiéter. D'après les chiffres de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement CNUSED, les flux financiers illicites sont estimés à plus de 90 milliards de dollars par an. Comment volatiliser 90 milliards de dollars par an et soupirer après 20 milliards de dollars? Cette suspension, bien que brusque, selon certains économistes, est une opportunité pour l'Afrique de renforcer sa lutte contre la corruption, la gabegie, le népotisme pour être finalement capable de financer son propre développement. En République démocratique du Congo, 2 explosions se sont produites à l'issue d'un meeting du groupe armé M23 à Bukavu, auquel participait Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC. Nangaa venait de descendre de la tribune après avoir donné un discours lorsqu'une première explosion s'est produite, suivie d'une deuxième détonation semant la panique et provoquant un mouvement de foule incontrôlable. Selon des sources hospitalières, un bilan provisoire fait état d'au moins 10 morts et une soixantaine de blessés. Les explosions ont eu lieu à la place de l'Indépendance où des milliers de personnes assistaient au meeting du M23. Les rebelles ont accusé les autorités congolaises d'avoir orchestré cette attaque. Le président congolais Félix Tshisekedi a qualifié l'incident d'acte terroriste odieux perpétré par une armée étrangère. La situation humanitaire continue de se détériorer dans cette région avec des milliers de victimes et des centaines de milliers de déplacés. Le conflit a causé environ 7000 morts. Plus de 40 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont également fui vers le Burundi ce mois-ci. Une pâte sucrée à base d'arachide qui s'arrache dans les rues de Bukavu. 500 francs pour Plum Peanut. Venez acheter. 500. Qui veut du Plum Peanut? Il ne s'agit pas d'un biscuit classique, mais d'un aliment thérapeutique. Le Plum Peanut et ses équivalents sont normalement destinés aux personnes souffrant de malnutrition. 10 jours plus tôt, alors que le M23 pénétrait dans Bukavu, de nombreux entrepôts étaient pillés. Et parmi eux, celui du Programme alimentaire mondial. Depuis, ces compléments alimentaires se vendent à la sauvette dans la ville. Je viens d'acheter ces compléments Plum Peanut en gros et je les vends à 500 francs congolais l'unité. Il n'y en a presque plus. Maintenant, je peux acheter de la nourriture pour mes enfants, de la farine et du petit poisson. J'achète ces compléments Plum Peanut parce que mes petits-enfants les adorent. Mais la consommation excessive de ces produits peut être néfaste pour la santé. Ce médecin alerte. On peut avoir des personnes qui vont développer des troubles digestifs. Ça, c'est la première chose. Ils peuvent faire des diarrhées. Il y a même d'autres qui peuvent faire des constipations. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est de montrer qu'au fond, lorsqu'on consomme en excès ces aliments-là, eh bien, on va exposer les reins, n'est-ce pas, le foie. Des denrées initialement destinées aux hôpitaux et aux déplacés, dont le nombre a augmenté ces dernières semaines. Et l'aide humanitaire peine déjà à suivre. Il y a des déplacés qui sont à Idjou, des déplacés qui sont à Calais, mais qui n'ont rien aujourd'hui comme assistance, y compris les médicaments, y compris les manger. Et c'est la situation sécuritaire alimentaire qui va se détériorer encore une fois de plus. Selon l'ONU, en 2024, un Congolais sur 4 se trouvait en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Une situation que le conflit en cours pourrait aggraver. Sanctionné par les États-Unis pour son positionnement vis-à-vis d'Israël, Pretoria souhaite conclure un accord. L'Afrique du Sud, dont les aides américaines ont été coupées par un décret présidentiel de Trump, veut aller aux États-Unis pour résoudre un différend sur le conflit à Gaza et la politique foncière de son pays. Dans ce décret, Trump reproche à l'Afrique du Sud un traitement injuste des Afrikaners, descendants des premiers colons, à travers sa nouvelle loi sur l'expropriation. Washington cite également le positionnement du pays vis-à-vis d'Israël, visé par une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice.
Le président Ramaphosa n'a pas précisé ce que l'accord pourrait impliquer, se contentant de dire qu'il pourrait porter sur des questions commerciales, diplomatiques et politiques. L'Afrique du Sud ne dépend pas énormément de l'aide américaine, mais certains craignent que son statut commercial préférentiel, en vertu de la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique, ne soit menacé. Bujumbura City Market, un des principaux marchés de la capitale burundaise, fréquenté surtout par des Congolais. Mais avec l'avancée des combattants du M23, la prise de Bukavu et de Kamanyola dans l'est de la RDC, le marché n'est plus le même. Sur le parking, juste quelques voitures de particuliers. Avant, il y avait ici des dizaines de véhicules assurant le transport entre Bujumbura et les villes congolaises, Goma, Uvira, Bukavu ou Beni. Aujourd'hui, sans possibilité d'assurer ces allers-retours, certaines agences de transport ont mis la clé sous la porte. D'autres continuent de travailler, mais l'activité a fortement chuté. À Uvira, on pouvait payer 1000 ou 2000 francs burundais et arriver à la frontière. De là, tu pouvais aller à pied et prendre une moto. Vraiment, les conséquences sont graves. Regardez ici, d'habitude, le parking était plein de gens, saturé. Les véhicules étaient nombreux. Même les bus de transport sont touchés. Sans circulation entre la RDC et le Burundi, le commerce s'est tari. Avec moins de produits et moins de clients et un impact majeur pour les métiers du marché comme les porteurs ou les vendeurs qui n'arrivent plus à écouler leurs marchandises. Beaucoup des clients étaient des Congolais. Comme ils ne viennent plus suite à cette guerre en RDC, on perd beaucoup parce qu'il n'y a plus de mouvement. Regardez, il n'y a plus d'affluence. La fréquence des clients a diminué jusqu'à 80%. Si je considère mon cas, le manque à gagner par jour est énorme parce que les Congolais ne viennent plus. Pour les économistes, le Burundi subit de plein fouet les conséquences économiques de la chute du commerce avec la RDC. Les Burundais exportaient beaucoup plus les produits comme les haricots, les produits comme le riz et les produits comme effectivement le manioc et les fruits. Maintenant, avec la crise, certains produits commencent effectivement à ne pas avoir de la clientèle. L'impact se fait aussi sentir sur le secteur tertiaire en matière de services, notamment de santé, de nombreux Congolais venant se faire soigner au Burundi. À Mogadiscio, les autorités somaliennes ont reçu des équipements stratégiques fournis par l'ONU. Avec le retrait progressif des forces de l'Union africaine, il faut assurer l'autonomie sécuritaire de la Somalie. L'UNMAS, le service de lutte anti-mine des Nations Unies, accompagne cette transition. 51 unités de déminage viennent d'être formées. L'armée a été équipée de véhicules spécialisés et de matériel pour détecter et neutraliser les mines. Vu la nature de la menace que représentent les engins explosifs improvisés ici en Somalie, il est essentiel de renforcer les moyens des forces de sécurité nationale, surtout si l'on songe au retrait progressif des forces de l'Union africaine. El-Shabaab, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, utilise les engins explosifs improvisés comme une arme redoutable. Depuis plus de 15 ans, ce groupe mène une insurrection sanglante, terrorisant la population civile et perturbant les opérations de l'armée. Le ministre d'État à la défense du gouvernement fédéral de Somalie, Omar Ali Abdi, a officiellement signé la réception du matériel remis et présidé la cérémonie de fin de formation des 51 équipes de déminage. Nous avons besoin de plus d'entraînement et d'équipes car nous sommes engagés dans une guerre acharnée avec un ennemi dont la principale stratégie consiste à poser des mines sur les routes. Si nous parvenons à les neutraliser, nous pourrons libérer davantage de territoires. En un an, près de 600 attaques ont été recensées en Somalie, faisant plus de 1400 victimes. Les forces somaliennes atteignent désormais un taux de réussite de 70% dans la neutralisation de ces explosifs. C'est l'autre cœur battant du FESPACO, le MICA, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain. Des dizaines d'exposants, institutionnels, télévision publique ouest-africaine et dans les couloirs du salon des centaines de visiteurs, tous professionnels du cinéma, comme Augusta Palinfo, dont le film Waongo est en compétition officielle. Ça me permet de rencontrer d'autres professionnels, ça me permet de rencontrer d'autres personnes et qui peuvent aussi m'ouvrir des portes. Ça me permet aussi de voir les œuvres de tout le monde. Des masterclass, des tables rondes, parfois improvisées, comme celle animée ce jour-là par le metteur en scène Aristide Tarnagda, et qui permettent à ceux et celles qui font exister le cinéma africain de se retrouver. Des moments précieux, surtout pour les jeunes. C'est l'occasion que FESPACO nous donne de se réseauter,
de se faire de connaissances, de pouvoir tisser des relations pour faire des coproductions, pour réaliser des projets entre nous, réalisateurs, entre producteurs, connaître aussi les marchés de diffusion, de vente et tout pour permettre à ce que nous, réalisateurs, nous pouvons aussi vivre de notre métier. Vivre du cinéma et faire vivre le cinéma reste un défi en Afrique. L'appétence du public pour les films locaux est forte, mais c'est essentiellement dans les salles qu'il peut les découvrir. Les télévisions et les plateformes n'offrent pas de débouchés suffisants pour le 7e art du continent. Au niveau de l'exploitation, on vit de son art. Ça, c'est clair. Parce que quand vous avez une salle de cinéma et que vous avez un film chaque semaine qui peut vous faire une rentabilité à peu près de 7 à 6 millions par semaine, je vous laisse deviner, même si vous déduisez les charges fixes et que vous payez vos impôts, vos taxes et autres, il y a quand même quelque chose qui vous permet même de pouvoir oser, comme on le dit, pouvoir cofinancer ou même financer au niveau de la distribution ou même faire encore des financements au niveau de la production. Pour cet acteur clé du secteur au Burkina Faso, toujours pressé, construire des salles de cinéma, les rénover sont une manière de soutenir la production audiovisuelle de la sous-région. L'Afrique est le continent avec le moins de salles de cinéma. Selon des chiffres de l'UNESCO, en 2021, elle en comptait moins de 1700, soit un écran pour près de 800 000 habitants, et essentiellement en Afrique anglophone.